Alors bonjour à tous et bienvenue. Je fais une petite et rapide vidéo sur Roy Jones Jr. contre Mike Tyson. Alors bon, d'abord il y a beaucoup de polémiques autour du fait que c'est un combat d'exhibition et pas un combat, on va dire, officiel avec des rounds de 3 minutes avec le KO possible, etc., etc. C'est potentiellement la raison pour laquelle on en parle moins. Néanmoins, je trouve que ça vaut la peine d'en discuter parce que ça reste très intéressant. Alors avant de me lancer dans l'analyse, j'aimerais juste préciser pour ceux qui tombent sur la vidéo sans me connaître que moi je suis plutôt dans le MMA, donc je vais pas m'autoproclamer expert en boxe anglaise, c'est clairement pas le cas. Maintenant, je voulais juste quand même partager mon read sur le combat qui pour moi est très intéressant. Et justement, s'il y a des boxeurs qui écoutent et qui regardent et qui trouvent que je me suis trompé sur certains points, c'est comme ça que je vais apprendre plus de choses. Donc voilà, étant donné que le MMA et la boxe anglaise, il y a quand même pas mal de principes qui se rapprochent, je me lance dans ma toute première vraie analyse en boxe anglaise. Donc on va commencer par le début. Pour moi, il y a trop d'éléments qui rendent le combat imprévisible. Ce sont des rounds de 2 minutes. Il y a eu 15 ans d'absence pour Tyson. Quelle version on va voir quand il revient? Les gants, ils sont à 12 OZ, qui sont beaucoup plus gros que d'habitude. Je vais mettre ça entre guillemets, on n'a pas le droit au KO. On sait très bien que, surtout Mike Tyson et Roy Jones, on ne peut pas les forcer à retenir leur frappe. Maintenant, on va voir si ça a un impact sur la dynamique de combat. Il n'y aura pas de vainqueur officiel. Les juges, enfin, il y aura des juges qui vont coter, mais il n'y aura pas de main levée en cas de décision, ce qui devrait arriver puisque le KO n'est pas autorisé. Ceci dit, le combat s'arrête en cas de grosse coupure. Donc voilà, mais bon, pour l'analyse, je vais plutôt partir du principe que le combat, entre guillemets, si le combat avait eu lieu aux alentours des années 2000, avec les règles classiques. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire le read, puisque les dernières vidéos qu'on a de Mike Tyson dans un ring et performant, ça date de 2005 et avant. Depuis lors, on n'a plus que des vidéos d'entraînement, ce qui donne peu d'indications par rapport à comment va se dérouler le combat. Donc, voilà, imaginons que le combat avait lieu, je dirais, c'est un peu dommage parce que leur prime était légèrement différent. Disons que Mike Tyson, son prime, c'est plutôt en 96, alors que le prime de Roy Jones, on peut dire que c'est plutôt vers 2000-2002. Mais voilà, si le combat avait lieu un peu aux alentours de leur prime time à tous les deux, voilà, il faut être honnête, c'est du très très lourd évidemment. Il faut pas être expert pour le savoir. C'est deux légendes du sport qui ont fait des ravages et qui ont même été très très innovateurs parce qu'à cette époque-là, il y avait notamment peu de combattants, peu de boxeurs qui partaient, qui switchaient, qui bossaient en gaucher comme en droitier. Évidemment, ils sont tous les deux droitiers de base. Maintenant, la plupart des boxeurs de cette époque-là, ils étaient soit de droitier, soit de gaucher, et ils faisaient en sorte de rester dans leur posture, peu importe le scénario. Alors que Mike Tyson et même Roy Jones Jr. N'hésitaient pas à passer en gaucher quand c'était plus opportun, mais c'était plus dans le moment. Donc c'est plus réactif que proactif quand ils utilisaient leur switch. Évidemment, ça a eu beaucoup d'impact sur la boxe aujourd'hui et même sur le MMA. En MMA, on voit de plus en plus de combattants passer d'une garde à l'autre. En boxe, on le voit aussi, Lomachenko, Golovkin, pour ressortir les très très gros noms qui le font également. Mais clairement, cette dynamique a eu un impact jusqu'à aujourd'hui, même si on peut clairement argumenter que le précurseur de ce style de jeu de jambes, c'est évidemment Willie Pep. Donc voilà. Au niveau de la dynamique, deux athlètes avec un jeu de jambes impeccable et avec des styles bien que très différents, ils ont été évidemment perfectionnés. C'est pour ça qu'ils ont tous les deux été aussi performants dans leur carrière. Donc, d'un côté, on a Roy Jones Jr. qui excelle lorsqu'il tient un adversaire au bout de son jab ou plutôt juste après le boxing range, donc juste après la distance nécessaire pour qu'il place son jab. Et aussi lorsqu'il a de l'espace derrière lui. Je pense que c'est un élément assez important. On a vu un Roy Jones claquer des KO quand il était proche j'allais dire de la cage, mais plutôt des cordes. On l'a vu utiliser du rope and dope très souvent et très très bien. Mais finalement, là où il est le plus confortable et là où il est le plus dangereux, c'est quand il a lui-même de l'espace derrière lui et que son adversaire est
vraiment au bout du bout de son jab à bras tendu. Donc cette distance et ce positionnement dans le ring, ça lui permet d'exploser soudainement avec une logique de hit, then don't get hit, donc toucher et puis éviter de se faire contrer, ou bien plutôt de bait son adversaire à surengager ou à faire un step pour entrer dans le boxing range, et cela lui donnait du coup un petit temps de réflexion, de réactivité plutôt, pour trouver son contre. Et donc là on avait plutôt une logique de don't get hit, then hit, donc ne pas se faire toucher et puis contrer. Il avait des très bons contres synchronisés, mais surtout des très très bons contres délayés. C'est là où il a mis le plus de knockdown et le plus de KO. Alors, donc voilà, on le voyait souvent partir sur une attaque et sortir sur un angle. Il a très très souvent utilisé ce qu'on appelle un L-step inversé. Ou bien il attaquait et puis il faisait un dodge sur le contre de son adversaire. Donc ça c'était vraiment, je pense que le L-step inversé était une innovation vraiment de Roy Jones dans son style. De l'autre côté, Mike Tyson, moi j'aime le considérer comme un contreur agressif ou un contreur à pression, et ses profils sont rares. Généralement les contreurs ils aiment travailler de l'extérieur, et les athlètes à pression ils travaillent plutôt en volume et en engageant l'action plus souvent. Mike Tyson, lui, il aime travailler au close range, donc c'est la distance entre le boxing range et le clinch. En gros, c'est là où on envoie nos crochets et nos uppercuts et que ça touche. Évidemment, comme je disais dans ma vidéo hier, les crochets sur les jabs de notre adversaire, il faut d'abord casser la distance, parce qu'un crochet couvre moins de distance forcément qu'un jab, qu'en direct ou qu'en overhand. Mike Tyson, donc c'est aussi, je le disais dans ma vidéo d'hier, il utilise une garde haute et fermée quand il est à distance, c'est ce qu'on appelle le peekaboo boxing style. Il y incorporait donc beaucoup de head movements, de bob and weave, qui était combiné à vraiment un excellent jeu de jambes. J'y reviens, c'est très important, parce que le head movement c'est très bien, mais si on ne le combine pas avec un bon jeu de jambes, ça va mener à énormément de problèmes, surtout quand on veut l'utiliser de manière offensive plutôt que défensive. Donc cette approche, ça lui permet de casser la distance en esquivant les attaques en ligne, donc les jabs, les crosses, les overhands, et ça lui permet en même temps de rentrer dans son range avec un angle dominant pour ses crochets et ses uppercuts. Donc c'est vraiment une stratégie, donc le peekaboo et le bob and weave en avançant lui permettait d'esquiver et de casser la distance en même temps. Et puis ça lui permettait aussi d'être très très bas sur ses appuis pour générer énormément de puissance. On l'a vu plusieurs fois, on voyait des crochets où ses deux pieds décollaient du sol tellement il l'engageait dans ses crochets, mais il surengageait pas. C'est assez marrant à dire, même si entre guillemets il sautait pour certaines de ses frappes, quand il retombait il était très très bien sur ses appuis et prêt à se déplacer à nouveau. Donc voilà, une fois qu'il était dans son range, évidemment, il travaillait souvent en combinaison, ce qui était littéralement létal pour ses adversaires. Et là où son style avait le plus de succès, c'est lorsque son adversaire était proche des cordes, sans la possibilité de désengager. Cependant, je dirais, il a claqué évidemment beaucoup de KO à l'ouvert aussi, mais encore une fois, comme je disais pour Roy Jones Jr., ils ont été très efficaces l'un comme l'autre dans énormément de situations. Évidemment, quand on a des carrières avec plus de 50 KO, ça veut dire qu'on en a claqué dans plusieurs situations. Mais vraiment, là où il excelle le mieux, Mike Tyson, c'est quand il met la pression et que son adversaire n'a pas l'opportunité de désengager. Donc en gros, sur base de ces deux éléments, je dirais que c'est un matching de style qui est vraiment parfait pour le public, puisque Mike Tyson base son jeu sur l'explosivité et la puissance, alors que Roy Jones Jr. va plutôt le baser sur la vitesse, sur le coup d'œil et sur la précision. Mike Tyson était un opportuniste qui se créait des ouvertures, alors que Roy Jones Jr. était plutôt un opportuniste qui construisait des pièges pour trouver ces ouvertures. Mike Tyson était l'un des meilleurs pour positionner sa tête de manière à être difficile à contrer. Roy Jones Jr. est l'un des meilleurs chasseurs de tête. Il vise là où la tête de son adversaire se trouvera à l'extension de sa frappe, plutôt que là où elle se trouve au départ de l'envoi. C'est vraiment un jeu d'anticipation. Donc, considérant que ce combat se serait déroulé un peu comme, on va dire, dans les années 2000 ou au début de 2000 ou en fin 1990, lorsqu'ils étaient tous les deux au pic de leur carrière,
voilà, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce que Roy Jones aurait su utiliser ses déplacements latéraux pour maintenir à la fois de l'espace derrière lui et Mike Tyson au bout de son jab, cherchant à contrer ses entrées en anticipant en head movement? Aurait-il aussi suffoqué Mike Tyson avec son volume et le frustré en désengageant sur ses contres? Vraiment voilà, on aurait eu droit à ces questions-là. Elles seront légèrement répondues demain, mais pas sûr. Pour Mike Tyson, les questions qu'on aurait pu se poser, c'est aurait-il trouvé un moyen de souvent casser la distance pour envoyer des frappes suffisamment précises et puissantes pour trouver ce KO? Aurait-il su couper les angles et appliquer une pression pour maintenir le contrôle de la distance sur Roy Jones? Voilà, toutes ces questions, en tout cas, toutes ces réponses, on les aura en quelque sorte demain. Voilà, ce qui est un peu dommage évidemment, c'est que l'un comme l'autre, voilà, Mike Tyson il base son jeu sur l'explosivité et la puissance. Ce sont des attributs qui se perdent avec l'âge et surtout avec le manque d'entraînement. Roy Jones, même s'il a encore été semi-actif récemment, la vitesse, ça se perd. Et son jeu en précision, ça dépend aussi de sa vitesse et d'à quel point, et son coup d'œil aussi, j'en parlais tantôt, le combo vitesse, coup d'œil et précision, ça fonctionne ensemble. Donc il faut connaître sa vitesse pour avoir le bon coup d'œil et pour avoir la précision qu'il avait. Donc je pense que comme il s'entraîne encore, il aura encore la bonne lecture entre ces trois éléments, mais étant donné qu'il a perdu de la vitesse, dû à son âge, on n'aurait évidemment pas le combat qu'on aurait eu il y a de ça 15-20 ans. Voilà, c'est un peu ça mon read. J'ai pas voulu faire une lecture trop longue de ce combat. Comme je disais, je suis pas expert en boxe, donc plus je rentre dans le détail, plus je risque de m'y perdre, plus je risque de dire des conneries entre guillemets. Donc voilà, une petite analyse, on va dire assez high level, mais qui rentre dans certains détails techniques qui permettent quand même d'avoir un petit aperçu, selon moi, de à quoi ressemblera le combat demain. Clairement, on va avoir un Roy Jones qui va devoir maintenir cette distance, éviter de donner l'occasion à Tyson de rentrer à une distance où il peut envoyer ses crochets et ses uppercuts mortels. Et en un sens, si Roy Jones arrive à maintenir une belle distance, il va peut-être pouvoir faire un contre en collision, alors que Mike Tyson est en train d'essayer de casser la distance. C'est là où lui aurait pu trouver un KO dans leur combat. Je pense que clairement, si ça avait eu lieu quand ils étaient tous les deux dans leur prime, on aurait plutôt facilement vu Mike Tyson, s'il s'impose, c'est plutôt par KO dans les premiers rounds. Roy Jones Jr., on le verrait plutôt s'imposer soit à la décision, soit par KO vers la fin, un peu plus à partir du 5e, 6e round, quand il commence à vraiment lire la vitesse et les déplacements et les mouvements de Mike Tyson. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça fait plaisir parce que je commence à être actif dessus et donc tous les feedbacks sont les bienvenus. Vous les postez en commentaire, vous vous abonnez, vous partagez si vous avez bien aimé la vidéo / le podcast parce que je vais fournir ça dans les deux formats. On se retrouve très bientôt, quoi qu'il arrive, pour un autre contenu. Ciao les gars!